bonjour à tous, bienvenue au planétarium ici en travaux en ce moment, vous le savez, donc on passe le temps en faisant des webinaires, voilà, c'est mieux pour tout le monde, comme ça chacun reste chez soi en plus, bien au chaud, tranquille, et on peut profiter de ces informations sur le ciel, l'espace et tous les sujets qu'on va aborder avec vous. Alors, vous entendiez tout à l'heure, juste avant de me voir, vous entendiez un son un peu étrange, un son un peu lancinant. Ce son, c'était en fait, en quelque sorte, le son du soleil. Le son du soleil. C'est un petit peu des vraies choses qui viennent du soleil et qui sont transformées en son, en quelque sorte. Voilà, chose un peu compliquée, mais malgré tout, c'est un son qui vient vraiment de l'espace. Voilà, je suis avec Esteban qui est juste en dessous, c'est lui qui va animer la séance. Tout d'abord, avant de démarrer, eh bien traditionnellement, on présente un petit peu l'outil qu'on utilise. Donc vous avez sur votre droite, sur la droite de l'écran, ici, là, voilà, à cet endroit-là, vous avez deux onglets. Il y a un onglet qui s'appelle Questions et un onglet qui s'appelle Sondage. Alors l'onglet Questions, c'est un endroit où vous pouvez poser vos questions. On est les seuls à les voir, hein, donc vous pouvez y aller, vous pouvez poser vos questions et on y répondra. Il n'y a pas de problème. Et puis de l'autre côté, c'est l'onglet Sondage qui nous permet de vous poser des questions. Et d'ailleurs, on va commencer dès le départ avec ça va nous permettre de tester en même temps pour savoir combien vous êtes derrière votre écran, d'une part. Hein, donc je te laisse le faire, Esteban, ou tu veux que je le fasse comme tu veux. Il faut pas qu'on le fasse en même temps. Hop, voilà, ça y est. Donc, combien êtes-vous derrière votre écran? Parce qu'on ne sait pas combien de personnes nous suivent. On sait combien vous êtes connectés, mais on a besoin de savoir combien de personnes regardent votre écran chez vous. Et puis votre tranche d'âge aussi, savoir à peu près à qui on s'adresse. Hein, ça permet. Alors ça, c'est une question à choix multiples. Vous pouvez, si vous êtes 3 derrière l'écran, vous pouvez mettre 3 tranches d'âge différentes. C'est possible. Voilà. Vous inquiétez pas du numéro qu'il y a sur c'est marqué 1. Combien êtes-vous derrière l'écran? C'est une numérotation qu'on n'utilise plus. Donc peut-être on va passer de la question 2 à la question 8. Hein, c'est pas impossible. Donc ne vous inquiétez pas de ça. Voilà. Eh ben, il me reste à laisser la parole à Esteban. Je pense que j'ai rien oublié, Esteban. Ben, je ne pense pas. Je pense qu'on va pouvoir tranquillement commencer. Ouais. Bonjour à toutes et à tous. Alors moi, je suis content de savoir que c'était pas des acouphènes que j'entendais tout à l'heure. Hein. Effectivement, c'était bien les vibrations du soleil traduites en son. Effectivement, c'est l'Agence spatiale européenne qui a proposé ça justement sur son site. Permet au grand public, voilà, de comprendre un petit peu mieux tout ce qui a trait à notre étoile. Vous pouvez aller sur leur site internet pour en savoir un petit peu plus. Alors ensemble aujourd'hui, nous allons parler des planètes. On va parler plus généralement du système solaire. Alors je tiens juste à préciser, parce que Vincent fera la même chose certainement, notre caméra, là je regarde directement la caméra, donc forcément mes yeux se focalisent vers votre regard, vous, hein, ça donne cette sensation-là, mais de temps en temps je vais regarder un petit peu plus haut ou un petit peu plus bas. On a des écrans un petit peu partout pour pouvoir gérer un petit peu tout ça, donc c'est pas parce qu'on s'intéresse plus à vous, bien évidemment, que l'on ne vous regarde pas, c'est simplement parce que nous on doit contrôler nos écrans pour cliquer au bon endroit au bon moment, sinon il y a des ratés forcément. Donc ensemble on va parler des planètes, on va faire une rapide présentation de nos voisines. La question sous-jacente, c'est est-ce qu'on pourrait finalement vivre, nous les humains, sur une autre planète? C'est un petit peu ça la résultante de cette séance. Il y a une planète qui fait beaucoup parler d'elle dans l'actualité en ce moment, c'est la planète Mars. Je pense que vous n'êtes pas passé à côté, sauf si vous vivez dans une grotte, hein, peut-être. Hein. Donc on va parler de la planète Mars également tout à l'heure, mais on va quand même visiter chacune des autres planètes pour voir un petit peu à quoi tout cela ressemble. T'as raison, alors, moi je suis pas passé à côté de Mars, hein, je m'en souviendrai. Hein. Voilà, elle fait beaucoup parler d'elle dans l'actualité et elle va continuer à faire parler d'elle la semaine prochaine. Donc on fera voilà un petit saut vers Mars pour comprendre un petit peu ce qui s'y passe. Première question que moi je vais vous poser, si vous allez dans l'onglet sondage, je vais vous poser une question, c'est pour que tout le monde soit un petit peu sur le même pied d'égalité. Il y a des grands, il y a des plus grands qui nous suivent, donc forcément c'est pas évident
de connaître le niveau de chacun, sans parler de niveau d'ailleurs, c'est simplement pour voir un petit peu l'état des connaissances. Combien est-ce qu'il y a d'étoiles dans notre système solaire? C'est vrai que c'est une question de prime abord qui paraît très simple, voilà, et du coup en y réfléchissant un petit peu, ça demande peut-être quelques secondes de réflexion. Donc combien est-ce qu'il y a d'étoiles d'après vous dans notre système solaire? Voilà. En parlant d'étoiles, je vais vous en présenter une. Alors je vais utiliser de temps en temps un logiciel. Tenez, regardez, je vais le mettre en plus grand. Alors ce logiciel que j'utilise, c'est pas notre logiciel de planétarium. Ici, c'est un logiciel qui a la chance d'être, l'avantage d'être gratuit. Donc, vous pouvez le télécharger chez vous si vous ne le connaissez pas encore. Il s'appelle Celestia. Vous avez son nom là, juste ici. Donc, vous le téléchargez. C'est très rapide. Ça prend pas beaucoup de place. Et une fois que c'est fait, vous pouvez en fait dans ce logiciel naviguer virtuellement vers toutes les planètes du système solaire et un petit peu au-delà d'ailleurs. Voilà. Donc, vous pouvez voir un petit peu en modélisation 3D à quoi ressemblent les planètes avec les images des sondes notamment. Vous avez des astéroïdes, vous avez des comètes également. Donc ça peut être très intéressant pour qui a envie d'en apprendre un petit peu plus. Vous avez des informations également qui s'affichent. Donc là, je suis en face du soleil. Vous voyez, on peut naviguer un petit peu comme dans un jeu vidéo. Donc c'est assez pratique. Donc je vais jongler entre ce petit logiciel Celestia et puis quelques séquences vidéo issues de notre planétarium. Alors pour présenter d'abord une étoile, on va parler du Soleil. Je vais partager une première petite animation, une première petite vidéo. Je vous propose d'observer le Soleil tel qu'on ne peut pas le voir avec les yeux. Voilà, avec nos yeux, on voit pas de détails. Il nous éblouit le Soleil, forcément, il nous inonde de lumière. Donc pour pouvoir en observer des détails, il va nous falloir filtrer cette lumière. On va filtrer avec nos télescopes quasiment 99% de la lumière du Soleil. Et le petit pourcent de lumière qui reste sera suffisant pour observer des détails et sans être ébloui. Voilà. Donc je précise également que si vous regardez le Soleil avec un instrument d'observation, si vous en avez chez vous, ne jamais le faire sans filtre. Bien sûr, c'est uniquement avec des télescopes équipés de filtres spéciaux pour le Soleil. Alors ce que vous voyez ici, c'est ce qui se passe en fait sur la surface de notre étoile en permanence. C'est très actif, c'est bouillonnant en quelque sorte. Notre Soleil, c'est toujours en activité. Il y a ce qu'on appelle des éruptions. C'est une énorme boule de gaz qui produit de l'énergie sous forme de lumière et sous forme de chaleur. Alors en mettant des filtres de couleurs différentes, on a accès à des détails différents. Chaque filtre dans une longueur d'onde particulière pour les plus grands ou pour les plus jeunes dans un filtre de couleurs différents, on va faire apparaître des détails, ce qui va nous permettre de mieux comprendre finalement ce qui se passe sur la surface de notre étoile. Alors, on va pas rentrer trop dans le détail de ce qu'est une étoile parce que c'est beaucoup plus complexe qu'il y paraît. On fera peut-être des webinaires sur la vie des étoiles un petit peu plus tard. Pour l'instant, nous, ce qu'on va faire, c'est simplement parler de ce qui tourne autour de ce soleil. Alors, juste pour les plus grands, quand même, une petite question. On parlait de la composition d'une étoile, du soleil. J'ai dit que c'est une boule de gaz. Alors une boule de gaz, c'est ce qu'on dit souvent pour les plus jeunes. Mais ce gaz, en fait, c'est lequel d'après vous? Est-ce que vous connaissez la composition principale du soleil? Vous savez qu'il y a plusieurs gaz, voilà. Et du coup, je vous propose, voilà, de ce petit sondage. Est-ce que c'est de l'azote? Est-ce que c'est de l'oxygène? De la kryptonite? Tiens, pourquoi pas? Il y en a qui répondent de la kryptonite, c'est très bien. ou de l'hydrogène, voilà. Donc c'est pour mieux comprendre un petit peu ce qu'est une étoile. Alors souvent on me dit que le Soleil, c'est l'étoile la plus grosse, c'est l'étoile la plus grande. Alors c'est pas tout à fait vrai, puisque je peux vous montrer d'ailleurs. Je vais repartager mon écran. Hop, je vais vous montrer une petite séquence. Voilà. Alors le Soleil, c'est pas l'étoile la plus grande du tout parmi toutes les étoiles qu'on connaît, qu'il y a autour de nous, qu'on peut observer, qu'on peut analyser. Il existe des étoiles beaucoup plus gigantesques. Le mot est faible en fait que notre Soleil. Vous voyez. Pour preuve cette image, si le Soleil était ramené à ce petit point là qui est parcouru par ma souris, il existe une des étoiles les plus grosses que l'on connaît qui s'appelle UY Scuti. Alors Scuti, ça vient de la constellation de l'Écu. L'Écu en latin, c'est Scuti. Donc UY de la constellation de Scuti. Cette étoile, elle serait tellement grande, vous voyez, qu'on ne la verrait même pas en entier. On n'en voit qu'un tout petit bout sur notre image. Elle est monstrueuse par rapport à notre petit Soleil, qui finalement se retrouve vraiment petit. Les scientifiques, d'ailleurs, ont classé notre étoile, qu'on appelle le Soleil, parmi les étoiles naines. Vous voyez, c'est assez équivoque. Notre Soleil, c'est une étoile naine. Voilà. Alors, comme il en existe énormément, la majorité des étoiles qu'on connaît ressemblent à peu près au Soleil, mais c'est vrai, il existe des étoiles bien plus grosses encore que notre Soleil.
Alors si on met ces planètes qui tournent autour, les planètes de notre système solaire par rapport au Soleil, cette fois-ci, on pourra changer un petit peu d'image, vous voyez. On a toujours une notion d'échelle. Donc vous avez une partie de notre Soleil qui est ici, hein, si cette grosse boule-là représentait notre Soleil, et bien à la même échelle de taille, mis à côté, les planètes qui orbitent, qui tournent autour du Soleil, elles, ne seraient pas plus grandes que ça. Alors vous en reconnaissez certainement quelques-unes, on ira les visiter toutes, bien évidemment, donc on en parlera plus en détail tout à l'heure. Vous avez Saturne, par exemple, avec ses anneaux juste ici. Nous, ce qui nous intéresse, c'est même la Terre, d'ailleurs. La Terre, c'est celle-ci. Voilà, ça c'est notre planète. Vous voyez la taille de la Terre, si on veut la mettre à la même échelle que la taille du Soleil. Vous voyez, donc, la Terre est vraiment toute petite. Les planètes en général sont ridicules, presque, sont toutes petites comparées à la taille d'une étoile, à la taille de notre Soleil. Donc voilà pour les histoires d'échelle. Alors la composition principale de notre Soleil, on me l'avait donné à la majorité, la bonne réponse, c'est de l'hydrogène. L'hydrogène, c'est l'élément le plus léger dans l'univers, c'est aussi le plus abondant. Et cet hydrogène, c'est lui qui compose quasiment toutes les étoiles que nous connaissons. Alors il n'y a pas que de l'hydrogène, c'est principalement de l'hydrogène. Il y a d'autres choses dans les étoiles, bien sûr. Mais l'élément principal qui constitue une étoile, c'est de l'hydrogène. Alors avant de passer aux planètes, puisque c'est ce qui nous intéresse, je pense que vous allez anticiper un petit peu la question que je vais vous poser dans l'onglet sondage, puisque je vous ai demandé combien est-ce qu'il y avait d'étoiles, et d'ailleurs on va y répondre tout de suite. Combien est-ce qu'il y a d'étoiles dans le système solaire? Je n'en ai parlé que d'une seule pour l'instant. Système solaire, ça fait référence au Soleil, solaire, Soleil. Donc en fait, dans le système solaire, il n'y a qu'une seule étoile, c'est le Soleil. Toutes les autres que vous voyez briller la nuit, ce sont d'autres soleils en quelque sorte. C'est-à-dire que ces étoiles, ces petits points blancs brillants qu'on voit dans le ciel, ressemblent pour beaucoup au Soleil, mais sont à des distances extrêmement lointaines par rapport à nous, et ne font pas partie du tout du système solaire. Donc une seule étoile dans notre système solaire, c'est le Soleil. Maintenant, la question justement qui vient juste après, c'est combien est-ce qu'il y a de planètes qui orbitent autour de cette étoile qu'on appelle le Soleil? Combien de planètes? Donc je vous laisse cette petite question en suspens. Et nous, on va commencer notre grand voyage qui va nous permettre donc de visiter un petit peu chacune d'entre elles. Alors déjà, on va essayer de hiérarchiser un petit peu tout ça, de voir comment s'agence en quelque sorte notre système solaire. Donc on va voir un petit peu les jeux orbitaux, le grand ballet planétaire autour de notre Soleil avec cette petite animation. On va retrouver les planètes, que vous allez reconnaître pour certaines. Alors pour les plus jeunes qui nous suivent, tous les petits traits de couleurs différentes, ce sont les traits imaginaires qu'on appelle des orbites. Ce sont les trajectoires, les chemins qu'empruntent les planètes pour tourner autour d'une étoile, qu'on appelle donc le Soleil. Ce Soleil, on le retrouve au milieu. C'est le petit point brillant là qu'on a en plein milieu de la vidéo. C'est le Soleil. Alors ici, j'ai triché forcément. Les planètes, je les ai grossies. C'est pas leur vraie taille par rapport au Soleil. On comprend bien que, on l'a vu tout à l'heure, le Soleil est beaucoup plus gros que les planètes. Donc, du coup, j'ai triché ici pour pouvoir observer les planètes. Il a fallu que je les grossisse. Alors, dans l'ordre, nous avons Mercure, Vénus, la Terre, Mars. Plus on s'éloigne du Soleil, il va falloir prendre encore plus de recul pour voir les autres planètes qui sont plus éloignées. Jupiter, vous avez Saturne avec ses anneaux, on en a parlé tout à l'heure, et puis un petit peu plus loin, Uranus, et la dernière, enfin, Neptune. Alors ça nous fait aujourd'hui, je dis aujourd'hui parce qu'il y a eu quelques changements, pour les plus grands notamment, ça nous fait aujourd'hui un total de 8 planètes. À la majorité, vous m'avez donné la bonne réponse, c'est très très bien. Donc 8 planètes qui orbitent, qui tournent aujourd'hui autour du Soleil. C'est vrai que les plus jeunes, vous n'avez pas connu, vous, une autre planète. À l'époque, c'était une planète, c'était Pluton. Les plus grands, je pense que vous vous en souvenez, pour les adultes qui nous suivent. Pluton, on considérait que c'était une planète. Et puis en 2006, c'est assez récent, en 2006, on a décidé de ne plus l'appeler planète. Pluton n'a pas disparu, elle est toujours au même endroit, bien sûr, mais on ne l'appelle plus planète. Elle a été rangée dans une autre catégorie. Donc on en parlera peut-être si on a quelques minutes à la fin. Mais en tout cas, donc 8 planètes, c'est le nombre officiel aujourd'hui de nos voisines en quelque sorte. 8 planètes qui orbitent autour du Soleil.
Alors, je m'adresse à Vincent, je ne sais pas s'il y a des questions par rapport au Soleil ou aux orbites avant de continuer notre voyage. Non, ça va, tu peux continuer, il n'y a pas de problème. Je continue. Très bien. Pas de Voilà, parce que c'est questions. Vincent qui répond à vos questions en direct, par écrit. Puis de temps en temps, quand il y a beaucoup de questions qui reviennent, on va la poser en direct. Comme ça, c'est plus simple, on en fait Mais profiter tout le monde. n'hésitez pas, allez-y, envoyez vos Voilà. questions, je suis prêt. Voilà. Ils vous attendent pied ferme. Pour l'instant, c'est surtout Fanny qui a des questions. Ah, bah, la petite Fanny, alors c'est bien. Alors, on va aller voir la première planète. On va le faire dans l'ordre, ce sera plus simple. On va le faire dans l'ordre si vous le voulez bien. Donc hop, on va aller voir. Enfin, si vous le voulez bien, non, c'est moi qui voyage. Donc finalement, hein, je fais ce que je veux. On va aller voir la planète Mercure dans un premier temps. Donc ce qu'on va faire, c'est que on va aller voir la plus proche du Soleil et puis on va s'éloigner du Soleil de plus en plus pour aller à chaque fois s'arrêter auprès d'une planète différente. Voilà, c'est un petit peu le cheminement que nous allons faire ensemble. Alors à chaque fois, on va se retrouver, on va dire, à une vue globale des planètes qui tournent autour du Soleil, puis on va se rapprocher du centre pour y trouver donc notre bonheur. La première, on l'a dit, c'est la planète Mercure. On va aller voir un petit peu à quoi elle ressemble. Alors, c'est la planète la plus proche du Soleil, ça c'est la première chose. Je vais vous mettre une autre petite question à propos de la planète Mercure, puisque nous nous en rapprochons. Quelle est, d'après vous, la température qui règne sur le côté jour, c'est-à-dire le côté éclairé par le Soleil, sur la planète Mercure? Voilà, on va essayer de comprendre un petit peu tout cela. En attendant, voilà Mercure. Alors, la première chose frappante, c'est que ça ressemble beaucoup à la Lune. Hein, ceux qui connaissent pas du tout les planètes, ou en tout cas Mercure, si je vous mets cette image-là, vous pourriez me dire c'est la Lune, parce qu'il y a énormément de ressemblances entre la surface de la Lune et la surface de Mercure. À commencer par une surface hautement cratérisée, c'est-à-dire que la majorité de ce que l'on voit sur la surface de Mercure, ce sont ces fameux cratères, ces traces qui ont été faites il y a très longtemps par la chute d'astéroïdes. Alors il y a eu des petits, des moyens, des gros astéroïdes aussi, hein, qui ont fait des petits, des moyens, des grands cratères. Donc ça témoigne finalement d'un passé assez tumultueux où beaucoup de choses se sont écrasées sur les planètes. Et si on en voit beaucoup aujourd'hui des cratères sur Mercure ou sur la Lune d'ailleurs, c'est pareil, eh bien c'est parce que là-bas il n'y a pas d'air. Il n'y a pas d'atmosphère. C'est la première chose qu'on peut dire sur cette planète. Il n'y a rien pour effacer, pour gommer les traces, les cratères, hein, voilà, laissés par la chute passée d'astéroïdes. Donc, quand vous avez plein de cratères sur la surface d'une planète, vous pouvez quasiment dire, avec une grande certitude, eh bien que c'est parce qu'il n'y a pas d'air, il n'y a pas d'érosion. Voilà, c'est ça qui fait que au cours du temps, eh bien, les cratères s'effacent. C'est l'érosion. Donc, pour avoir de l'érosion, il vous faut forcément un facteur comme une atmosphère, c'est-à-dire le vent, la pluie, et ainsi de suite. Alors, je vais réutiliser mon petit logiciel Celestia. Et puis on va pouvoir aller se balader, nous aussi, comme dans un jeu vidéo, si je puis dire, ou comme dans un film, hein, vers la planète Mercure. On va pouvoir en faire un petit peu le tour, voilà. Alors, elle est légèrement différente. J'ai accentué un petit peu les contrastes pour que on puisse bien voir. Mais on retrouve cette surface hautement cratérisée. Voilà. Si on en fait le tour, on se rend compte que, comme toutes les planètes, hein, voilà, il n'y a pas d'exception. Elles sont sphériques, ces planètes. Donc on a bien un côté jour, un côté nuit. On retrouve cette forme de sphère. Voilà. Et puis, on est sur la planète la plus proche du Soleil. Donc, on pourrait se dire qu'il fait très chaud. Vous avez raison d'ailleurs de le penser. Il fait très chaud. Éclairé par le Soleil, si vous vous posez en tout point du jour de Mercure, sur la surface éclairée par le Soleil, vous allez flirter avec les 430 degrés. Voilà, donc la bonne réponse était 430 degrés. Alors c'est très chaud, hein, bien sûr, 430 degrés, on résiste pas beaucoup, hein, c'est plus chaud qu'un barbecue par exemple, hein, on n'aurait déjà pas idée de mettre sa main sur la grille d'un barbecue allumé, ce serait embêtant. Donc c'est la température qui règne sur la surface de la planète Mercure. Et puis le côté nuit, hein, là où il n'y a pas de lumière, le côté nuit, on descend à moins 180 degrés. Voilà. Et souvent, la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe au milieu, là? C'est pour ça que je me suis mis pile poil au milieu. En milieu, c'est-à-dire entre le côté jour, éclairé par le soleil, et le côté nuit. Imaginez, vous êtes pile poil sur la ligne. Ça s'appelle le terminateur, d'ailleurs, tiens. La ligne que vous avez là qui délimite le jour et la nuit, on appelle ça sur une planète le terminateur. Eh bien, qu'est-ce qui se passe si je me mets sur le terminateur? Est-ce qu'il va faire tiède? Est-ce qu'il va faire chaud? Est-ce qu'il va faire froid? Les deux? Eh bien, c'est les deux, mon capitaine. Et oui, en fait, en réalité, il y a pas d'air, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a pas d'atmosphère. Donc, quel que soit le côté du terminateur, hein, ça marche aussi de l'autre côté. Hein, vous avez un autre terminateur de l'autre côté, voilà. Et bien, ici, comme il n'y a pas d'air pour brasser finalement le chaud et le froid, dès que vous allez
vous retrouvez éclairé par le soleil, vous allez cramer à 430 degrés. Dès que vous allez tendre votre bras, si je puis dire, à l'ombre, vous allez congeler à moins 180. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de transition, il n'y a pas de tiède, c'est soit l'un, soit l'autre. Voilà, donc c'est un monde assez particulier, on l'a dit, un monde qui n'a pas d'air, pas d'atmosphère, et puis sur lequel il fait un côté trop chaud, un côté trop froid. Et vous allez voir que c'est pas la planète Mercure qui possède la plus haute température. Ça peut paraître bizarre, c'est vrai que c'est la plus proche du Soleil, c'est aussi la plus petite des planètes, mais ce n'est pas elle, on le verra par la suite, qui se retrouve finalement être la plus chaude du système solaire. Donc voilà pour la planète Mercure. On donne quelques généralités. Donc bon, de ce qu'on en a dit finalement, si vous aviez prévu de suivre ce webinaire pour planifier vos prochaines vacances, souvent là on est dans une période un peu de confinement entre guillemets, donc on rêve un petit peu à des aspirations plus lointaines. Donc dans votre liste d'endroits à visiter, oubliez Mercure si je puis dire. C'est pas vraiment le bon endroit sur lequel il fera bon passer quelques vacances. On va poursuivre. Sauf si Vincent me coupe la parole, bien évidemment. On va poursuivre pour aller voir maintenant la deuxième planète. Alors je vais vous mettre un petit sondage, en attendant de commencer notre voyage. On va aller voir la seconde planète, qui n'est autre que la planète Vénus. Alors cette planète Vénus, je vous ai mis une petite question. Je vous laisse aller voir dans l'onglet sondage. Nous, pendant ce temps-là, nous allons nous rendre de ce pas vers la planète Vénus. Donc on retrouve notre schéma vidéo de tout à l'heure. Voilà, on se retrouve juste au-dessus des 8 planètes de notre système solaire, 8 planètes. Et on va plonger à chaque fois vers celle qui nous intéresse. On va zoomer en quelque sorte vers celle qui nous intéresse. Donc en l'occurrence, ici, c'est Vénus. Alors, est-ce que Vénus est la plus propice à la vie après la Terre? Est-ce que c'est la plus chaude? Est-ce que c'est la plus facilement accessible en fusée? Ou est-ce que ce serait pas plutôt la plus massive du système solaire? Ou la plus lourde pour les plus jeunes? Voilà. Alors, voici à quoi ressemble le monde de Vénus. Alors, c'est un monde un petit peu étrange. La première chose qu'on peut dire ici, c'est que on ne distingue aucun cratère. Tout ce que vous voyez ici, ce n'est pas le sol de la planète Vénus, c'est uniquement ces nuages que vous observez. Oui, ça c'est un premier indice. Vénus possède des nuages, en fait elle possède une atmosphère qui plus est très épaisse. L'atmosphère de Vénus est beaucoup plus épaisse que celle de la Terre, elle a plus d'air. La preuve en est, c'est qu'on ne voit pas le sol. Vu d'ici, vous ne voyez que les nuages. C'est très épais, donc opaque. Et du coup, vous n'avez pas accès directement au sol, à la surface de cette planète Vénus, qui a à peu près la même taille que la Terre. Voilà, souvent, on dit que Vénus, c'est la sœur jumelle de la Terre. C'est juste la sœur jumelle parce qu'elles ont à peu près la même taille. Voilà. Et grâce aux robots, on en voit passer très rapidement de la gauche vers la droite, là, grâce aux sondes, on a eu accès à la surface de la planète sans avoir forcément besoin de s'y poser. Grâce au radar, grâce aux données radar, on a pu finalement voir au travers des nuages. Donc voilà, en fausse couleur, ce sont des images qui nous permettent de révéler des détails de la surface. Voilà à peu près à quoi ressemble le sol. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va observer une photographie. Je vais enlever cette petite séquence vidéo. Je vais vous proposer une petite photographie qui a été prise par une des sondes justement qui orbitait autour de la planète Vénus. Alors cette photographie, elle est prise vue du dessus, on regarde le sol. Imaginez qu'on est en orbite autour de la planète Vénus, donc on regarde le sol. Donc cette photo nous montre quelque chose vu du dessus. Ce quelque chose qui est intéressant à voir, ce sont ces petites zones finalement circulaires que l'on retrouve à pas mal d'endroits, sur pas mal d'endroits sur Vénus. Alors ces dômes, puisque ce sont des dômes en quelque sorte, ce sont des volcans. Ça témoigne d'une activité volcanique sur Vénus, comme sur Terre. Voilà. On a des volcans sur la planète Vénus. Vous avez même l'échelle. Si vous voulez savoir quelle est la taille de ces volcans, vous avez un petit trait blanc là qui représente 20 km sur mon image. Donc en fait, c'est à peu près le diamètre d'un des dômes. Voilà. Donc en fait, chaque volcan mesure en moyenne une vingtaine de kilomètres. Donc c'est assez impressionnant. Sur Terre, on n'a pas de volcans dont la base fait 20 km de large. C'est vraiment assez énorme. 20 km, c'est la taille on va dire d'une ville, un peu de choses près, une ville et sa métropole. Donc c'est assez gigantesque pour un volcan. Et puis ils sont assez circulaires. Donc cette photo, alors les Américains, quand ils l'ont vue pour la première fois, ils ont appelé ça des pancake volcanoes. On les comprend, voilà, on voit un truc aplati, mangeur de pancakes, je veux pas faire des stéréotypes. Donc du coup, on a appelé ça des pancake volcanoes. Et les bons Français, quand ils sont arrivés, ils ont dit non, c'est des volcans crêpes. Voilà, donc c'est le nom qu'on a donné à ces drôles de formations volcaniques sur la planète Vénus. Il y en a une vingtaine comme ça sur la surface de Vénus. Donc c'est ce que nous a appris la sonde
l'une des sondes qui orbitait autour de la planète. Alors on pourrait se poser une question naturellement, je vous ai dit, sur Vénus, nous avons une atmosphère. Il y en a plus que sur la Terre. Oui, mais attention, ça ne veut pas dire que nous, par exemple, nous pourrions vivre là-bas. Hein, loin de là, même en réalité, tout dépend de la composition de l'air d'une planète. Nous avons besoin pour vivre d'oxygène. Nous en avons heureusement sur Terre. Sur Vénus, la quasi-totalité de l'atmosphère, de l'air présente là-bas, c'est du CO2. Vous savez, le fameux dioxyde de carbone. Et ce fameux CO2, vous le savez, chez nous, on en parle, c'est d'actualité, il engendre ce qu'on appelle le réchauffement climatique grâce à l'effet de serre. Alors, l'effet de serre, il est nécessaire. Sur Terre, on a besoin d'avoir un petit peu d'effet de serre, grâce à ce CO2, notamment, qui maintient la chaleur, qui emprisonne une partie de la chaleur en provenance du Soleil. Mais il ne faut pas en avoir trop non plus. Le problème de Vénus, c'est que justement, elle en a beaucoup trop. Il y a 96% de CO2 dans son atmosphère, c'est quasiment que ça. Ce qui fait qu'elle emprisonne énormément la chaleur. Voilà. Aujourd'hui, cette chaleur s'est stabilisée, fort heureusement, ça n'augmente plus en température. Le problème, c'est qu'elle s'est stabilisée à 500 degrés. C'est-à-dire que sur Vénus, si vous passez la couche de nuages, quand vous arrivez au sol, la température va grimper à 500 degrés. De jour comme de nuit. Parce que là-bas, comme il y a une épaisse atmosphère, eh bien, l'air fait que les échanges thermiques peuvent s'opérer. C'est-à-dire que, eh bien, le côté chaud, la chaleur du côté chaud va être transportée du côté nuit. Donc, on peut mélanger cette fois-ci l'air chaud, l'air froid, et ça s'est stabilisé à hauteur de 500 degrés. Donc, il fait très chaud partout. Voilà. Donc rayez aussi de votre liste la planète Vénus. Il fait 500 degrés, il pleut de l'acide. Pour les plus grands, l'acide c'est un produit dangereux, c'est pas sympa. Donc c'est pas un endroit idéal là encore pour ces prochaines vacances, bien évidemment. Donc voilà à quoi ressemble Vénus. Vous voyez, on n'a pas eu de chance. Les deux premières planètes, Mercure, Vénus, sont deux mondes totalement inhabitables pour nous, les humains. Je dis inhabitables, je pèse mes mots parce que là, vraiment, on peut envoyer à la rigueur des robots. On l'a fait avec Vénus. Le robot qu'on a envoyé là-bas, qui s'est posé sur Vénus, il a tenu 2 heures. Au bout de 2 heures, outre le fait qu'il pleut de l'acide, qu'il fait 500 degrés, il y a tellement de nuages aussi que la pression, elle est écrasante. La pression, c'est le poids de l'air qu'on a sur nos épaules. On s'en rend pas bien compte, nous, sur Terre, parce qu'on vit avec. Voilà, mais vous avez une certaine pression qui est due au poids de l'atmosphère. Voilà. Sur la planète Vénus, il y a plus d'atmosphère, on l'a dit, il y a plus d'air. Donc, on a plus de poids qui nous pèse dessus. En fait, on a 90 fois ce qu'on ressent sur Terre. C'est-à-dire que c'est 90 fois le poids sur nos épaules qui est sur Vénus. C'est-à-dire qu'en fait, vous êtes littéralement écrasé au sol. Voilà. Donc les robots non plus n'aiment pas trop. Le seul qu'on a envoyé qui a résisté, il a tenu 2 heures. Au bout de 2 heures, fini. Voilà. Il a réussi à nous transmettre 2 images. C'est tout. Donc bon, vous voyez un petit peu l'environnement qui est la planète Vénus. C'est pas du tout quelque chose de sympathique pour nous, bien évidemment. Alors pour répondre à notre question, est-ce que Vénus est la plus propice à la vie après la Terre ? La réponse c'est non. Vraiment, alors il y a eu un petit débat sur l'histoire vous avez peut-être entendu parler de l'histoire de la phosphine, ce gaz qu'on a retrouvé soi-disant, parce qu'a priori finalement c'était pas de la phosphine, dans l'atmosphère de Vénus, qui pourrait pourquoi pas nous faire dire qu'il y aurait des traces de vie, voilà, mais pas du tout. En fait, ça s'est pas confirmé du tout. Ça s'est même plutôt infirmé en réalité. Donc non, Vénus reste un environnement très hostile. En fait, la seule bonne réponse, c'est que c'est la planète la plus chaude. À cause de cet effet de serre qu'on a nommé tout à l'heure, eh bien Vénus, elle a beau être plus loin du Soleil que Mercure, elle est plus chaude que cette dernière. 500 degrés contre 430 degrés sur Mercure. Ça se joue à pas grand-chose, mais il n'empêche que c'est bien Vénus, la planète la plus chaude du système solaire. Alors, est-ce qu'on continue ou est-ce que Vincent veut m'interrompre ? Je regarde mon petit écran, il me fait signe que non. Pour l'instant, il s'en sort, a priori. Voilà, tout va bien. Alors, on va poursuivre. Pardon, je me trompe dans mes boutons. Eh ben voilà, on ne te voit plus, mon pauvre. Voilà, non, je disais tout va bien, il n'y a pas de question. Pas d'embouteillage, tout va bien. Voilà, tout va bien. Très bien. Alors j'en profite. Oui. Une comparaison par rapport les volcans qu'il y a sur Vénus. Oui. Par rapport à la Terre, donc ça fait 20 km. Tu disais, c'est à peu près la taille de l'Etna. L'Etna fait 20 km. 20 km à peu près. Ah oui, d'accord. Le diamètre serait à peu près la même chose que l'Etna.
D'accord. Donc voilà, peu de choses près, voilà. Ouais. Voilà. Donc, si ça peut donner une idée à certains, voilà. Ouais, on s'en rend pas bien compte. Non, c'est vrai que Ouais, même moi, je connaissais pas le diamètre de l'Etna, effectivement, et je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. C'est vrai que je disais souvent qu'on n'a pas beaucoup de volcans comme ça sur Terre. Bah oui, effectivement, il peut y en avoir quand même, effectivement. ouais. On se rend pas très bien C'est un compte gros de ce que. volcan, l'Etna, hein. C'est un gros Voilà, volcan. non, mais c'est voilà. Il y en a, je pense qu'il y en a quelques-uns, effectivement, mais Il y en a des on se gros, rend il y en pas a bien des compte. petits. Voilà, Voilà. exactement. Mais je vous en montrerai un plus grand encore tout à l'heure, un grand volcan. On va continuer notre voyage. Alors, je vous ai mis une petite question en attendant, si vous retournez dans l'onglet sondage, puisqu'on va passer maintenant à la planète suivante. Et la planète suivante, eh bien, c'est la troisième planète déjà. La troisième planète n'est autre que la planète Terre. Donc, c'est notre planète. Ça, on la reconnaît assez facilement. Donc, on va faire un petit tour virtuellement là-bas, avant de reparler de Célestia, peut-être, pourquoi pas. Hop, une petite séquence animée. Donc les images que je vous montre là des planètes en vidéo, voilà, comme celle-ci par exemple, ce sont des images qui sont issues de notre simulateur du planétarium. Ce sont ces images que vous retrouvez quand vous venez nous voir au planétarium. Alors voici donc la Terre, notre planète. On la surnomme planète bleue. C'est dû au grand volume d'eau liquide présent à sa surface, qui est éclairé par le soleil. Cette eau liquide nous apparaît bleue. Je dis nous apparaît parce que souvent on fait la confusion. L'eau n'est pas bleue. Pas du tout. Si vous avez de l'eau bleue qui sort au robinet, vous ne la buvez pas, bien évidemment. Mais encore plus quand vous allez vous baigner, si vous allez à la mer, à l'océan, vous allez à Pornic, si vous êtes du côté de Nantes ou Saint-Brévin, peu importe. Prenez de l'eau dans vos mains, elle sera pas bleue. Elle sera alors un peu grise chez nous parce qu'on a l'estuaire de la Loire, c'est vrai. Mais sinon, c'est transparent. En réalité, vous allez à la piscine, l'eau vous paraît bleue de loin, mais quand vous êtes dedans, elle est transparente. Donc du coup, attention, c'est un petit peu trompeur. C'est le grand volume d'eau. Il y a beaucoup d'eau au même endroit. Si vous essayez avec votre baignoire, c'est pareil. Vous éclairez votre baignoire avec la lumière qui est du soleil, ça fera pas assez d'eau pour devenir bleu. Oui. Moi, au fond de mes toilettes, des fois, l'eau, elle est bleue. Non. Avec le canard WC, voilà. Non. Voilà, c'est pour ça que souvent on dit que il y a de l'eau canard WC. Vous savez, quand il y a les cartes postales de vacances, là où on voit l'eau turquoise, là, ça nous fait penser au canard WC. Voilà, bref. Donc non, on nettoie pas les océans avec le canard WC, ça marche pas. Le CSA va nous tomber dessus. Voilà. C'est vrai, pardon, pardon, c'est vrai. Oh là là. Faut que t'en cites deux autres au moins. Allez, Ouais, Samar et voilà, j'en connais moins. Allez, et Monsieur Propre, allez, voilà. Alors, petit aparté fait, donc la Terre. Qu'est-ce qui fait la particularité de notre planète, d'après vous? Plusieurs propositions. Est-ce que c'est la seule qui a une atmosphère? On l'a vu? Non. Non, puisque la précédente, notre voisine Vénus, possède elle aussi une atmosphère. Voilà. On peut pas le respirer, cet air de Vénus, mais il est bien là. Est-ce que c'est la seule où on trouve de l'eau? Eh bien, on va se rendre compte que non. Je vais vous emmener dans d'autres endroits où on peut retrouver de l'eau. D'ailleurs, il y a de la vapeur d'eau dans l'atmosphère de Vénus. Également, je l'ai pas dit tout à l'heure, mais on retrouve de la vapeur d'eau. C'est de l'eau quand même. Sous forme de vapeur, d'accord, mais ça reste de l'eau. Voilà. Est-ce que c'est la seule où il peut pleuvoir? Eh bien non plus, parce que sur Vénus, on a dit qu'il pleuvait aussi. De l'acide, d'accord. Bon, ça reste de la pluie, quelque chose qui tombe des nuages, on va dire. Eh bien, c'est la seule où on peut vivre. Aujourd'hui, en l'état actuel de nos connaissances, la planète Terre reste la seule planète sur laquelle nous, les humains, nous pouvons vivre. Je dis bien vivre et j'insiste sur ce mot parce que on peut me dire souvent, oui, mais on a visité la Lune, on ira visiter Mars en tant qu'astronaute un jour. C'est vrai. Je dis pas le contraire. Mais ça veut pas dire qu'on pourra y vivre. Sur la Lune, même si on crée des bases pérennes, on va pas vivre. Moi, je vais pas sortir, si un jour je vais sur la Lune, je vais pas sortir en t-shirt, en maillot de bain sur la Lune. Non, je vais survivre sur la Lune. C'est totalement différent. Vous voyez, les conditions propices vraiment à l'apparition de la vie sont sur Terre et nous pouvons nous y maintenir, nous, correctement sur la Terre. Moi, je te verrais bien en short sur la Lune. Ça peut être drôle. Ouais, alors je sais pas dans quel état je vais revenir, du coup. Alors, on va continuer donc notre voyage. Donc voilà pour la planète Terre. Alors je vais faire un petit saut de puce par rapport au voyage planétaire qu'on est en train d'effectuer. On a vu la Terre. On va s'éloigner à 400 km de la Terre. On va aller en orbite autour de notre planète, 400 km. Alors si je fais ce petit saut de puce,
parce que finalement 400 km c'est ridicule comparé aux distances qu'il y a entre les planètes. 400 km, on est au ras des pâquerettes, on est juste à côté de la Terre. C'est pour vous emmener dans finalement l'endroit où vivent les astronautes. Vous savez, quand on envoie des astronautes, vous entendez assez régulièrement des astronautes qui partent dans l'espace. On les catapulte pas dans l'espace comme ça sans leur dire où ils vont, non, pas du tout. Ils vont dans un seul endroit aujourd'hui. Le seul endroit qui est capable d'accueillir les astronautes pour y vivre dans l'espace, eh bien, c'est dans la Station spatiale internationale. Je pense que ce nom ne vous est pas étranger. Donc cette station, la voici. Elle est l'équivalent en termes de taille d'un terrain de football, quand même. Donc c'est pas rien. Et sur ce terrain de foot, on peut pas vivre partout. Vous voyez qu'il y a une poutre centrale, il y a des panneaux solaires, tout ça. C'est pas des endroits où on peut vivre. Les seuls endroits où l'on peut vivre, c'est-à-dire où c'est pressurisé, eh bien, ce sont les parties cylindriques, espèce de boîte de conserve là qu'on peut apercevoir. Donc, dans toutes les parties cylindriques, vous avez des volumes pressurisés dans lesquels évoluent nos astronautes. Ils peuvent être jusqu'à 7 personnes. Il y a quelques semaines, ils étaient 7. En moyenne, c'est entre 3 et 6 plutôt. Et si je vous parle de cette station spatiale, c'est parce que vous connaissez, je pense, de nom notre astronaute français qui s'appelle Thomas Pesquet. Et Thomas Pesquet, eh bien, il a fait déjà un séjour de 6 mois en 2017 et il retournera très bientôt. La date a été arrêtée il y a quelques jours. Si tout va bien, si ça change pas d'ici là, ce sera le 20 avril prochain. Donc le 20 avril, de nouveau, Thomas Pesquet repartira pour une mission qui s'appelle Alpha dans la Station spatiale internationale pour une durée de 6 mois. Là encore. Voilà, donc vous pourrez suivre son aventure si vous ne l'aviez pas fait la première fois pour comprendre un petit peu mieux comment évoluent les astronautes là-haut. Donc on n'est qu'à 400 km, je tiens à le repréciser, hein, c'est pas très loin. Hein. C'est 6 heures de voyage en fusée, 400 km. Voilà, vous voyez, ici on surplombe la Terre, vous voyez la Terre qui défile assez rapidement parce qu'on voyage à 28 000 km par heure quand même. Donc du coup ça paraît assez rapide. Mais on n'est qu'à 400 km. Donc c'est vraiment au ras des pâquerettes, j'ai envie de dire, par rapport aux distances qui nous séparent des planètes. Et puis si vous sentez peut-être l'âme d'un futur astronaute, ou d'une future astronaute bien évidemment, sachez que l'Agence spatiale européenne va lancer une nouvelle campagne de recrutement d'astronautes. Alors ça se fait une fois tous les 10 ou 15 ans, vous voyez, c'est assez rare, hein, la dernière fois c'était il y a 11 ans. Donc là, à partir du 31 mars prochain, eh bien, vous pourrez, alors j'ai pas la tranche d'âge limite, minimale et maximale, mais en tout cas, vous pourrez aller sur le site internet de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, pour postuler, pourquoi pas, pour devenir collègue de Thomas Pesquet, qui sait, hein, finalement, c'est un petit peu ça l'idée. Donc pourquoi pas tenter votre chance. Oui, Vincent. Un petit souci de son de mon côté. Si les auditeurs entendent aussi un problème de son, merci de nous le signaler. Voir si ça vient de moi ou si ça vient d'ailleurs. Voilà. Idem pour Emeric et Fanny aussi. Il nous dit qu'il y a un problème de son. Peut-être faudrait que tu te déconnectes et que tu te reconnectes. Eh ben, c'est ce que je vais faire. Alors dans ces cas-là, ou que tu coupes peut-être ton micro. Je sais pas. Alors là, je réenclenche mon micro. Voilà. C'est mieux. C'est bon? Est-ce que tout le monde m'entend? Bon, alors un petit souci de... Du coup, je ne sais pas ce que vous aviez entendu ou pas. Si, on entendait, mais c'était... C'était brou. Oui, derrière... D'accord. Voilà. Comme le ventilateur de tout à l'heure, c'était pas les acouphènes, c'était les bruits du soleil. Voilà, c'est ça. Oui, c'est un peu ça, voilà. Voilà, donc du coup, je disais, si vous souhaitez, voilà, vous postuler en tant que collègue de Thomas Pesquet, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de l'Agence spatiale européenne pour pourquoi pas devenir astronaute à partir du 31 mars. On a beaucoup de chance d'y arriver ou pas? Alors, beaucoup de chance. Il y a entre 4000, voilà, il y a entre 4000 et 7000 futurs candidats qui vont postuler. Hein, c'est ce qui s'est passé à la dernière session de recrutement, celle de Thomas Pesquet. Sur 7000, on en a retenu 10. Donc, vous voyez le ratio, quoi. Voilà, 7000 inscrits, 10 retenus. Et les gens qui vont postuler maintenant, donc, ils monteront dans la station spatiale. Si vous êtes sélectionné, voilà, si on suit le parcours de Thomas Pesquet, par exemple. Alors, à ce sujet, d'ailleurs, je vous invite là, je peux faire un petit peu de pub parce qu'on l'a invité chez nous. Je vous invite à regarder une bande dessinée qui s'appelle Dans la combi de Thomas Pesquet, de Marion Montaigne, qui est de manière très humoristique, des petites planches, qui vous explique de A à Z le parcours de Thomas Pesquet. Elle a eu l'occasion, cette autrice, de suivre Thomas Pesquet pendant sa préparation. Et donc, vous aurez toutes les ficelles du métier en quelque sorte, et vous verrez que tout ce qu'elle dit, c'est vrai. Hein. C'est tourné en humour, mais c'est vrai. Donc, c'est rude l'entraînement d'astronaute, mais certains y arrivent, hein, forcément, faut persévérer. Donc, il a mis 6 ans à s'entraîner. Hein. C'est-à-dire qu'au moment où il a été sélectionné, au moment où il est parti dans la station spatiale, il s'est écoulé 6 ans.
pendant ces 6 ans, il s'est entraîné forcément. Hein, donc c'est assez lourd comme entraînement, forcément, mais c'est la seule voie pour devenir astronaute. Voilà, il y en a souvent qui nous demandent quelles sont les études à faire pour devenir astronaute. Moi, nous, ce qu'on répond, c'est que devenir astronaute, c'est pas un métier. Astronaute, c'est pas un métier. Astronaute, on choisit de le devenir à un moment donné. Quand on a déjà un métier, on peut passer des tests pour devenir astronaute. Mais il faut déjà avoir un métier. Le métier de Thomas Pesquet, c'est pilote de ligne. Voilà, il pilote les avions. Si vous voulez vous entraîner, si vous faites un chèque de 6 000 €, on vous donne un petit ticket à Bordeaux. Il y a une société qui s'appelle Novespace, et pour 6 000 €, vous pouvez faire un vol en micro-pesanteur. C'est le vol 0G. Alors, des petits vols paraboliques où en fait vous simulez l'impesanteur. Alors ça coûte 6 000 €, forcément. Mais vous avez peut-être une chance que ce soit Thomas Pesquet qui pilote l'avion, parce que c'est un des pilotes de la société Novespace. Alors, on va continuer notre voyage. On a vu la Terre. Alors, puisqu'on parle d'astronautes, le rêve de devenir peut-être pour certaines ou certains astronautes, un jour, finalement, peut-être la finalité du métier d'astronaute aujourd'hui, c'est d'aller sur la 4e planète. La planète Mars, c'est celle qui fait rêver beaucoup, on va dire, en ce moment. En tout cas, elle fait beaucoup parler d'elle, que ce soit dans les médias, dans la science-fiction aussi. On parle beaucoup de la planète Mars. Alors, on va voir un petit peu, on va essayer de démêler le vrai du faux. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire? Est-ce qu'on peut vivre là-bas? Est-ce qu'on est capable d'aller là-bas déjà? La planète Mars, c'est la dernière planète rocheuse, la dernière planète tellurique. C'est une planète qui est relativement facile à atteindre avec nos fusées, mais le voyage va durer quand même en moyenne 1 année. Un voyage habité, ce serait à peu près 1 an. 1 an en fusée, donc c'est pas rien déjà, il faut se préparer à ce grand voyage. La planète Mars, elle a par bien des égards des ressemblances avec la Terre. Elle a un pôle nord, un pôle sud avec de la banquise en quelque sorte, des calottes polaires. Voilà. On a des cratères, mais pas trop. Ça témoigne qu'il y a une petite couche d'atmosphère sur la planète Mars. Tout n'a pas été effacé, donc ça veut dire qu'il n'y a pas assez d'atmosphère. Donc c'est vrai, il y a de l'air sur Mars, mais beaucoup moins que sur la Terre. 1000 fois moins que sur Terre en réalité. Et surtout, il n'y a pas d'oxygène. Ça, c'est le premier gros problème. Le point noir, c'est qu'il n'y a pas d'oxygène. On a envoyé des sondes. Vous avez ici Mars Express qui orbite toujours d'ailleurs aujourd'hui autour de la planète Mars, une sonde européenne. Je vais mettre pause. Alors vous avez un petit bandeau qui apparaît, mais on va en faire fi. C'est pas grave du tout. Moi, ce qui m'intéresse sur notre image, si vous regardez sur la partie du globe martien, si vous regardez légèrement sur votre droite, d'en haut à droite en bas à droite, vous avez une sorte de ravine, une petite rigole qui se dessine. On pourrait apparenter ça à un petit canyon. Ce qui serpente, eh bien, c'est la trace passée d'une rivière ou d'un fleuve qui a coulé par le passé. C'est-à-dire qu'il y a eu de l'eau liquide. C'est ça qui témoigne un passé de Mars où il y avait de l'eau liquide qui coulait en plus ou moins grande quantité, qui ont formé des lacs dans lesquels se sont échappés des fleuves, des rivières, qui ont inondé, on va dire, des petites mers, des petits océans, le pense-t-on. C'était il y a 3 milliards d'années. Ça remonte un petit peu, il y a 3 milliards d'années. Mars avait un tout autre visage par rapport à celle qu'elle nous offre aujourd'hui. Là, aujourd'hui, ce qu'on survole, ce sont de gigantesques canyons, des falaises, des montagnes, des volcans. Il y a toutes sortes de reliefs et j'ai envie de dire de géographie que l'on va retrouver quand même sur la Terre. On retrouve tous ces reliefs chez nous sur Terre. Sauf qu'aujourd'hui, eh bien, il n'y a plus d'eau liquide sur la planète Mars. On n'en a plus que les traces de cet écoulement. Les volcans ne sont plus en activité sur la surface de Mars, au contraire là encore de la Terre, où nos volcans, pour beaucoup, on a plus de 1000 volcans en activité encore sur Terre aujourd'hui, donc sur Mars c'est pas le cas. Et je vous expliquais quand on était sur Vénus qu'on allait voir des volcans encore plus grands. Eh bien c'est le cas ici, avec le Olympus Mons. Olympus Mons, c'est le plus grand volcan de la surface de Mars, mais c'est aussi le plus grand volcan du système solaire. Pour vous donner une idée, l'ensemble de cratères que vous voyez qui surplombent le volcan, là où s'épanchait la lave il y a longtemps, la caldeira, comme on l'appelle, eh bien, c'est la taille de la Loire-Atlantique, en termes de taille. Et puis, la base même du volcan, c'est la taille de la France. Donc, vous avez un volcan dont la base, la largeur globale représente la taille de la France. Donc là, c'est le plus grand volcan connu dans notre système solaire. Il n'y a pas d'autres planètes qui possèdent à notre connaissance de volcans aussi grands. Donc j'insiste, ce sont des volcans qui sont éteints aujourd'hui. Si on résume les choses, aujourd'hui sur la planète Mars, il y a très peu d'air, absolument pas d'oxygène,
Donc pas beaucoup de pression non plus. Il faudra toujours se balader, contrairement à ce qu'on voit dans certains films, avec un scaphandre pressurisé. Parce que sinon, s'il n'y a pas assez de pression, vous ne pourrez pas vous y poser. Donc, il est hors de question de s'y balader là encore en short et en maillot de bain, aux grand dames de Vincent qui aimerait bien me voir en maillot de bain. Donc, du coup, vous êtes obligé de vous balader avec votre scaphandre. Vous n'êtes pas protégé des rayonnements nocifs du soleil, les ultraviolets, parce qu'il n'y a pas assez d'atmosphère. Il n'y a pas de champ magnétique qui protège la planète Mars non plus. Donc, vous êtes exposé aux particules nocives du soleil qui vont vous attaquer. Ça va provoquer des cancers, des mutations génétiques. Il faudrait vous balader avec un parapluie en plomb, si vous voulez vous protéger correctement. Donc non, on ne peut pas vivre aujourd'hui sur Mars. On pourrait survivre, mais à quel prix finalement? Et puis en parlant de prix, d'ailleurs, le coût d'un voyage habité aujourd'hui est exorbitant. On l'estime en fourchette basse à 600 milliards de dollars. Le voyage habité vers Mars, 600 milliards de dollars. Et puis c'est 1 an de voyage pour y aller, 1 an de voyage pour revenir. Vous imaginez les contraintes. Donc forcément aujourd'hui, c'est encore extrêmement compliqué, bien évidemment. On peut voyager virtuellement grâce aux robots qui sont présents sur place, qui ont des caméras. C'est ce que je vais faire directement. Voilà, on va voir quelques petites images, comme si on y était. On a des robots, il y a notamment Curiosity, un robot qui est là depuis 2012, qui est gros comme une voiture, qui roule, qui a fait déjà plusieurs dizaines de kilomètres depuis 2012. Et on a son frère jumeau qui va se poser jeudi prochain. Voilà, l'actualité a fait qu'il y a eu 2 robots qui ont freiné suffisamment pour se placer en orbite autour de Mars il y a quelques jours, il y a 3 ou 4 jours. Un robot des Émirats Arabes Unis, un robot de Chine, et puis jeudi prochain vous avez un autre gros robot qui lui va se poser sur la planète Mars, qui s'appelle Persévérance, et qui lui aussi sera amené à prendre de magnifiques images. Donc là, les images que vous voyez de Mars, c'est comme si on y était. Ce sont nos yeux virtuels, en quelque sorte, ces robots. Donc profitez finalement, vous pouvez retrouver ces images-là très facilement sur Internet, dans votre salon. Voilà, vous pouvez faire comme si vous étiez sur Mars. Les traces de roues que l'on peut voir du rover Opportunity, c'est son nom. On l'a perdu il y a pas longtemps, en 2018 d'ailleurs. Voilà, mais ce sont d'immenses étendues désertiques que vous avez sur Mars, parfois sous forme de dunes, de poussière très fine comme du sable chez nous, parfois plus rocailleux, comme dans certains autres endroits. On peut aller voir dans d'autres. J'accélère un petit peu parce que la vidéo dure très longtemps. Voilà. Belle plage, belle plage. Belle plage, voilà. Mais encore une fois avec un parasol en plomb, si vous voulez être protégé du soleil. Donc là, c'est pas histoire de bronzer. Il fait moins 60 degrés là-bas en moyenne. Donc là-bas, c'est pas de la petite bronzette que vous allez faire. Voilà le rover Curiosity, qui est en ce moment là, il peut se photographier tout seul puisqu'il a une caméra qui peut faire un champ de 360 degrés. Donc vous pouvez voir un petit peu ce qu'il observe en ce moment. Vous avez la couleur du ciel de Mars. Voilà. Donc voilà, je vous ai dit des endroits très rocailleux. Ça contraste avec les endroits peut-être avec des fines poussières qui s'apparentent au sable. Donc voilà à quoi ressemble Mars aujourd'hui. Ça contraste avec ce qu'on disait tout à l'heure. Par exemple, si je vous montre une autre petite animation. Alors cette fois-ci, ce sont pas des photos, ce sont pas des images, c'est une pure animation. Je vais couper ça, hop, voilà. Je vais vous montrer une pure animation, une vue d'artiste comme on appelle ça, de ce à quoi aurait pu ressembler la planète Mars il y a 3 milliards d'années. On peut faire des simulations informatiques aujourd'hui. Voilà. Alors vous enlevez le vert. Le vert, c'est la végétation. On n'a aucune idée de ce qu'il y a eu de la vie sur Mars. C'est toujours une grande question. On n'en sait rien. Mais parfois, l'imagination des auteurs va un peu loin. La seule chose dont on en soit sûr aujourd'hui, à 100% quasiment, c'est la présence, je vous remets ça, la présence d'eau liquide en plus ou moins grande quantité. Donc on pense que Mars ressemblait à cela il y a 3 milliards d'années, avec des endroits gelés, voilà, c'est le blanc, avec de l'eau liquide, c'est le bleu. Le vert, encore une fois, là, c'est de l'imagination. Il faut bien mettre ça en tête, c'est qu'on pense qu'il y avait toutes les conditions nécessaires à l'apparition de la vie il y a 3 milliards d'années sur Mars, mais avoir les conditions nécessaires à son apparition ne veut pas forcément dire que la vie est apparue. Ça, c'est toujours une question que nous avons en suspens. Et j'insiste là-dessus, contrairement à ce qu'on peut entendre parfois. Mars était peut-être une planète habitable par le passé. Ça ne veut pas dire qu'elle a été une planète habitée. Alors, on va continuer notre petit voyage. Alors, on ira un petit peu plus vite sur les autres planètes. Non pas qu'elles sont moins intéressantes, mais comme j'étais un petit peu bavard sur les premières, forcément, il y avait beaucoup à dire au moins sur la planète Mars. Les planètes suivantes, finalement, elles ont été beaucoup moins visitées que celles qu'on vient de voir, que Mars notamment. Les 4 planètes suivantes, ce sont les planètes que l'on va qualifier de géantes.
hein, ou pour les plus jeunes, vous avez appris à l'école certainement des planètes gazeuses. Alors c'est pas très bien adapté le terme de planète gazeuse. Certes, c'est du gaz, mais qui n'ont pas les mêmes propriétés que sur Terre, comme un gaz sur Terre finalement. Donc c'est trompeur de les appeler des planètes gazeuses. Nous, on préfère les appeler des planètes géantes, de par leur taille. On va comprendre ça ensemble. La première de ces 4 planètes géantes, c'est Jupiter. Ce sont des mondes à eux tout seuls, des planètes uniques vraiment à part entière. Jupiter orbite par exemple avec un petit cortège de lunes. Là, vous avez en jaune les trajectoires de quelques lunes. Il y en a 4 que vous pouvez voir ici, les plus grosses lunes de Jupiter que l'on connaît depuis plus de 400 ans. C'est Galilée lui-même qui les a observées avec sa petite lunette astronomique à l'époque. Ces 4 lunes ne sont pas seules. En réalité, on en connaît aujourd'hui 79. Il y a tout un fouillis de lunes tout autour. Avec nos puissants télescopes, on a été capable de les observer. Donc on en connaît aujourd'hui 79. On en découvre encore. C'est très récent. Il y a 3 ans, on en a découvert 10 d'un coup. Donc vous voyez, on est passé à 79. Et puis Jupiter possède une tempête que l'on peut voir, vous voyez, où on pourrait loger la Terre en entier. Là, vous avez l'échelle de taille de la planète Jupiter. Je vous remets ça légèrement en arrière pour que vous puissiez bien analyser. La tempête que vous avez en bas au milieu, là, c'est un cyclone gigantesque, un anticyclone même gigantesque, qui est plus grand que la taille de la Terre. On y retrouve des vents qui soufflent à 700 km/h. Vous voyez, sur Terre, nous, les tempêtes hivernales, quand ça souffle à 130 km/h, déjà, ça décoiffe pas mal. Là-bas, vous avez des vents qui soufflent à 700 km/h. Ça, c'est de la tempête. Et puis, toutes les autres petites taches que vous pouvez voir quasiment partout sur la surface, entre guillemets, de Jupiter, ce sont des cyclones, des tempêtes, des tourbillons, des ouragans. Vous appelez ça comme vous voulez. Ces tempêtes sont dues à la rotation rapide de Jupiter. Elles tournent très vite sur elles-mêmes. Là où la Terre met 24 heures pour faire un tour sur elle-même, Jupiter n'en met que 10 pour une planète énorme. Donc, les vitesses sont phénoménales. Les vitesses de rotation, et ça engendre et bien des tempêtes gigantesques. Voilà. Et puis les différentes bandes de couleurs que l'on voit, eh bien ce sont différents gaz que l'on retrouve à l'intérieur. Les bandes sombres, les bandes marron en réalité, que vous avez, les bandes équatoriales comme on les appelle. Je reviens un petit peu en arrière. Voilà. Le marron brun, là, ce qu'on voit, c'est de l'ammoniac. Il y a principalement de l'ammoniac qui donne cette couleur un petit peu particulière. Donc ce sont des mondes à part entière que l'on visite ici. Donc voilà à quoi ressemble celui de Jupiter. On va continuer directement avec une planète, j'oserais dire presque équivalente, en tout cas en termes de taille. Celle que l'on va retrouver juste après, c'est Saturne. Alors on va continuer un petit peu notre voyage. Tiens, ça fait longtemps que j'ai pas mis de questions. Je vais vous en mettre. Je me suis trompé, j'ai remis Jupiter. Ça c'est pas. Hop, effectivement, je me suis un petit peu trompé. Excusez-moi. Les aléas du direct. Voilà, moi c'est Saturne que je voulais mettre. Tac. Voilà, on va y aller tout de suite. Alors, une fois avoir visité Saturne, je vais vous montrer une image juste après, et je vous poserai une question. Voilà, je dirai dans l'onglet sondage juste après. Je l'ai pas encore publié. Pour l'instant, Saturne, c'est celle que l'on reconnaît. J'ai envie de dire le plus facilement quand on parle des planètes géantes, c'est celle que l'on reconnaît grâce à ses anneaux. On dit 16 anneaux, il n'y en a pas qu'un en réalité, il y en a bien plus qui ont été classés par ordre de découverte. On leur a attribué une lettre de l'alphabet. Il y a l'anneau A, B, C, D, voilà. Il y a au moins 6 ou 7 anneaux, 8 même je crois d'ailleurs. Il y en a qui sont très facilement visibles, d'autres un petit peu moins visibles. Voilà. Il y en a qui sont plus éloignés, d'autres plus proches de la planète. Et puis ce qui est en noir dans les anneaux, les sillons que l'on aperçoit là, eh bien ce sont ce qu'on appelle des divisions. Ça divise en fait finalement les anneaux en plusieurs parties. Ces anneaux de loin, on dirait que c'est tout lisse, tout plat, on dirait un objet cohérent finalement, qui forme un tout. En réalité, quand on s'approche suffisamment, grâce à nos sondes, on a pu virtuellement y aller. Les sondes n'ont pas plongé dans les anneaux, vous allez comprendre pourquoi très vite. Vous comprenez mieux pourquoi, voilà ce qu'on trouve dans les anneaux. Mais vu de loin, avec nos caméras embarquées dans les sondes, on a quand même pu avoir un bel aperçu de ce qu'il y a dans les anneaux. Donc là, c'est une infographie que vous voyez, mais issue de données réelles, de la sonde Cassini notamment, qui a orbité pendant de nombreuses années autour de Saturne, qui nous en a appris énormément sur cette étrange planète. Donc voilà les anneaux. De loin, on dirait un ensemble lisse. De très près, en fait, ce sont des milliards de blocs que l'on retrouve, des blocs de glace principalement, de la glace d'eau. C'est les mêmes glaçons que vous retrouveriez dans votre congélateur, sauf que là, la glace, elle est refroidie à moins 180 degrés. C'est la seule différence avec celle que vous avez dans votre congélateur qui, elle, ne doit pas descendre en dessous de moins 20. Donc, en fait, plus vous descendez dans les températures, plus vous solidifiez la glace. C'est-à-dire que la glace des anneaux de Saturne est plus solide que la glace de votre congélateur. Voilà. Vos glaçons sont mous, en fait. C'est ça qu'on peut se dire presque.
Donc voilà, le monde de Saturne, c'est vraiment un monde particulier. Et du coup, je voudrais vous montrer une image. Je vais partager mon écran et puis associé à cette image, eh bien, je vais vous poser une petite question. Je vous laisse analyser l'image dans un premier temps. La voici. Et puis la question qui va apparaître, c'est justement que montre la petite flèche que voilà, je l'ai publié dans l'onglet sondage. Que montre la petite flèche qu'il y a sur ma photo. Donc ce qu'on y voit, je vais le faire avec vous pour comprendre un peu mieux. On y voit la planète Saturne. Vous voyez, en fait, on est dans le côté nuit. C'est pour ça qu'elle nous apparaît noire. On est un peu à contre-jour. Donc on est dans le côté nuit de Saturne. Vous voyez les anneaux éclairés par le soleil qui il semble se situer plutôt par en dessous, qui éclaire en fait le dessous des anneaux, voilà. Alors ça paraît très brillant parce que c'est un peu saturé pour la caméra qui a pris la photo, parce que là c'est une vraie photo que je vous montre. Et puis il y a plein de petits points blancs là qui apparaissent. Voilà, donc ma question c'est quel est ce petit point qu'on voit ici là? Quel est ce petit point blanc qui apparaît ici? Est-ce que c'est Titan, la plus grosse lune de Saturne? Est-ce que c'est Jupiter, la planète qui est finalement voisine de Saturne, celle qui est juste à côté d'elle en quelque sorte? Est-ce que c'est la Terre ou est-ce que c'est le Soleil vu depuis Saturne? Donc c'est pas évident. J'insiste sur le fait que c'est bien une photographie. La sonde Cassini qui a pris cette photographie il y a quelques années. Et ce que vous voyez, eh bien, ce n'est autre que la Terre. C'est notre planète que vous voyez ici. En fait, voilà comment on observe la Terre vue depuis Saturne, sachant qu'il y a une distance de plus d'1 milliard de kilomètres entre nous et Saturne. Donc, comment on voit la Terre à 1 milliard de kilomètres? Si vous vous étiez déjà posé la question, eh bien, ça ressemble à ça. Donc, j'espère que vous étiez sur le bon côté de la Terre à ce moment-là, et puis que vous souriez sur la photo, parce que forcément, maintenant, c'est pris, c'est trop tard. Donc, on voit cette couleur légèrement bleutée. Voilà, mais moi je trouve cette photo assez émouvante parce que c'est notre chez nous, quoi. Voilà comment on voit la Terre quand on est sur Saturne. Alors on peut préciser que c'est un point quand même, c'est pas un cercle. C'est juste un petit point de là-bas. On voit un point et pas un cercle comme on pourrait le penser sur la photo. Ouais, tout à fait, effectivement. En fait, finalement, ce qu'on aperçoit, c'est une étoile. Ça ressemble à une étoile dans le ciel, finalement, un peu plus brillante que les autres. Voilà, mais bon, voilà, on est tellement éloigné que notre chez nous, on le reconnaît à peine, quoi. Finalement, c'est un petit peu ça. Voilà pour Saturne. Et je vais terminer les planètes géantes. Alors plutôt que de vous montrer une vidéo sur chacune des dernières autres planètes, je vais repartager mon écran, je vais vous montrer une simple photographie, entre guillemets. Je dis une simple. On a très peu d'informations concernant les deux dernières planètes du système solaire, Uranus et Neptune. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà. En fait, les meilleures photographies que nous ayons aujourd'hui d'Uranus, qui est à gauche, et de Neptune, qui est à droite, ce sont des photos qui ont été prises en 1986 pour Uranus et 1989 pour Neptune. C'est la même sonde qui s'appelle Voyager. Cette sonde Voyager, eh bien, elle a visité toutes les planètes géantes. Elle est partie en 1977 de la Terre et elle a fait un premier, alors je dirais pas un premier arrêt parce qu'elle s'est pas arrêtée. Elle a juste, elle est passée en fait. Et en passant, elle a pris des photos. Donc, elle a photographié Jupiter. Quelques années plus tard, Saturne. Elle est arrivée en 1986 auprès d'Uranus. Elle a pris le plus de photos qu'elle pouvait. Et puis, elle a continué jusqu'en 89 en passant près de Neptune, et puis elle a continué son chemin après. Elle est toujours en chemin finalement. Voilà, elle est à plus de 20 milliards de kilomètres de la Terre aujourd'hui. Et du coup, c'est un des objets humains les plus éloignés de la Terre aujourd'hui, cette sonde. Donc elle a pu photographier Uranus et Neptune. Alors, ce sont deux planètes qui, au premier abord, apparaissent assez similaires. Des mondes, on les appelle les géantes de glace, parce que il y a beaucoup d'éléments qui sont sous forme de glace, de cristaux de glace notamment dans ces deux planètes. Et puis ça reste des mondes extrêmement froids. On est tellement loin du Soleil. On est pour les deux planètes quasiment à moins 220 degrés, à peu de choses près sur ces deux planètes. La seule petite particularité, c'est Neptune. Alors Neptune, elle a eu une tempête parce qu'apparemment on n'observe plus aujourd'hui, donc elle semblerait aujourd'hui disparue cette tempête. Mais elle a eu une tempête au moment de la photo. On a calculé ses vents avec les instruments radars de la sonde et on a mesuré des vents à plus de 2500 km/h.
Là, vous oubliez Jupiter et sa tempête à 700 km/h. Là, on a repéré des vents à Mach 2, si vous connaissez un peu les vitesses. Mach 2, 2500 km/h. C'est tout simplement hallucinant. Vous imaginez un Rafale qui a passé le mur du son, qui est quasiment à 2 fois la vitesse du son. Et ben, c'est la vitesse des vents qu'on a mesuré sur cette planète Neptune. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un monde qui est très méconnu. On les a souvent, ces deux planètes, mis de côté parce qu'elles sont trop loin. On se dit, bon, c'est trop froid, il y a rien, c'est pas intéressant. Et on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on a du mal à comprendre et qu'on aimerait vraiment comprendre. Et du coup, on aimerait vraiment de nouveau retourner sur Uranus et Neptune pour comprendre un petit peu mieux les choses. Voilà. Donc, c'est pas parce qu'on est éloigné du Soleil qu'on est inintéressant. Si on peut faire la morale de cette histoire finalement. Donc on aimerait faire du cerf-volant d'abord. On ira faire du cerf-volant là, du kitesurf là si vous voulez. Il y a de quoi faire effectivement. Donc voilà pour ce petit voyage parmi les planètes. On a visité uniquement les planètes du système solaire. Juste pour se ressouvenir de tout cela, n'oubliez pas jeudi prochain l'arrivée du rover Persévérance. Je vous mets une petite photo d'ailleurs du rover sur Mars qui va atterrir sur Mars, qui s'appelle Persévérance. Vous retrouvez, alors ça c'est le robot avant de partir bien sûr dans la salle blanche, c'est-à-dire les salles finalement dans lesquelles il n'y a pas de poussière, pas de microbes. Vous voyez ici tout le monde se balade avec un masque. Vous voyez, c'est pas pour le Covid, c'est parce que là-bas ils sont tout le temps comme ça. Il faut pas mettre des microbes terrestres pour les emmener dans les robots et colporter ça sur Mars. On veut pas polluer finalement Mars dans ce sens-là et se dire après tiens on a découvert des traces de vie sur Mars. Et se rendre compte après, ah bah non, en fait, on les a ramenés avec nous. Voilà, donc ça c'est dans la salle de préparation. Donc c'est un robot, vous avez l'échelle de taille, finalement, vous voyez les humains à côté. Donc ce sont de gros robots qu'on pose aujourd'hui sur Mars, avec le deuxième du genre, Curiosity, qui est en ce moment même sur Mars, à la même taille. Donc c'est des petites voitures, faut imaginer, c'est quand même assez lourd, ça fait presque une tonne. Donc c'est, pour vous donner une idée, la probabilité de réussite de la mission, c'est 50-50. Là, aujourd'hui, vous avez 50, enfin, j'exagère un peu, mais c'est à peu de choses près, c'est ça. On a un peu plus de probabilité de réussir quand même. Mais c'est quasiment une chance sur deux de rater et une chance sur deux de réussir. Et ça paraît routinier aujourd'hui d'envoyer des robots sur Mars. On en entend parler de temps en temps. Et on se dit, ouais, ça, on sait faire. Non, c'est toujours une épreuve de se poser sur la planète Mars, surtout qu'on envoie des robots de plus en plus gros, et donc du coup, c'est de plus en plus lourd. Voilà, vous avez une petite animation sur un site internet qui vous permet auprès de la NASA de retrouver où est le robot, comment il va se poser, il est avec des petites animations, et puis dans combien de temps, voyez, dans 5 jours, 9 heures, et bien vous pourrez être devant vos écrans. Alors il n'y a pas, souvent on me dit ouais, on verra en direct sur Mars le robot se poser. Non, attention, c'est trompeur. Si vous suivez l'événement en direct jeudi prochain, il n'y a pas quelqu'un de CNN qui est déjà sur place et puis qui va en direct vous commenter les images de l'atterrissage. Non, vous allez suivre les équipes dans les salles finalement de contrôle et puis vous allez voir la tension monter entre les équipes, justement de savoir s'il y a eu contact jusqu'au moment où la première image va apparaître, et soit donc vous allez voir les chercheurs exulter, soit ils vont tous pleurer parce qu'ils auront perdu un robot qui coûte plusieurs milliards. Voilà, donc c'est cette tension-là qu'on suit. Et puis dans les jours qui suivent, vous allez peut-être observer les premières images du robot. Donc c'est toujours une épreuve, c'est toujours un événement. C'est pour ça que ça fait la une. Finalement, voilà, c'est pas parce qu'on n'a rien à dire, c'est vraiment que c'est toujours quelque chose d'important de poser un engin sur la planète Mars. C'est pas routinier. Pour l'instant, on est en excès de vitesse, 77 000 km/h. Ouais, voilà, j'espère qu'il va pas se faire. Je sais pas s'il y a des contrôles radars. Mais bon, on voit qu'en tout cas, aujourd'hui, on va passer il reste plus que 10 millions de kilomètres. Oui, c'est ça, 10 millions de kilomètres à parcourir. Voilà, que 10 millions. Voilà. Sur les 475 000 qu'il y avait à parcourir. Pas mal. Voilà. Donc rendez-vous jeudi prochain, c'est vers 22h environ. Et puis je vous ai mis pour finir une petite vue d'artiste de ce à quoi ressemblera finalement ce petit robot. Alors vous voyez le robot qui est dans le fond. C'est une vue d'artiste, j'insiste, bien sûr. C'est une modélisation 3D. Et en fait, la petite spécificité de ce robot, c'est qu'il va déposer. Donc si tout va bien, on croise les doigts pour lui. Il devrait déposer à la surface de Mars
un petit drone, un petit hélicoptère qui s'appelle Ingenuity et qui devrait être le premier engin volant dans l'atmosphère martienne. Donc là encore, ce sera une nouvelle première. C'est le petit bonus de la mission. J'entends par là que si on arrive à poser le robot sans encombre, qu'il arrive à se réveiller correctement, que tous ces instruments fonctionnent bien, ça c'est la première étape. Ça va prendre déjà plusieurs semaines de vérifier tout ça. On sera très content. Si en plus de ça, il arrive à faire voler le petit drone, c'est une expérimentation technologique. Eh bien, tant mieux, c'est que du bonus. Voilà. Donc c'est toujours, c'est ce qu'on appelle un démonstrateur technologique. Donc il n'a pas vraiment de mission scientifique, ce petit hélicoptère. Il en a quelques-unes, bien sûr, mais vraiment le gros de son travail, c'est de démontrer qu'on est capable de faire voler quelque chose dans l'atmosphère de Mars, qui, je le rappelle, est beaucoup plus fine que l'atmosphère de la Terre. Donc la portance, si on veut, voilà, les vols, les avions, les drones, la portance n'est pas du tout la même. Donc il est plus compliqué de faire voler un engin dans l'air de Mars que sur la Terre. Voilà pour ce petit tour parmi donc nos 8 planètes qui tournent autour de notre étoile, autour du Soleil. Alors je sais pas s'il y a des petites questions que l'on peut traiter en direct. Vincent, n'hésite pas. Bien non, on a eu quelques questions auxquelles j'ai répondu directement et puis ça a été relativement calme. Donc non, tu as tout bien expliqué, c'était très intéressant, parfait. Bon. Et voilà quoi. Alors j'y pense juste parce que vous allez en entendre parler aussi. Ce que je peux vous montrer, ça fait partie aussi des projets qu'il y a autour de chez nous. Je vous ai parlé de la Station Spatiale Internationale tout à l'heure, là où il y avait Thomas Pesquet. Son avenir est un peu scellé à la Station Spatiale. Ça fait plus de 20 ans maintenant qu'on l'utilise, 21 ans maintenant. Elle a une date limite de péremption, si je puis dire. D'ici les années 2030, plusieurs pays vont se retirer du projet. Donc il y aura plus de financement public, donc forcément on va petit à petit abandonner la station spatiale. Qu'est-ce qu'on va en faire, ça je sais pas encore, c'est encore en débat. Par contre, le projet de la suite, c'est de faire une autre petite station, une plus petite, mais cette fois-ci en orbite autour de la Lune. Et donc il n'est pas improbable que dans la carrière de Thomas Pesquet, si ça se déroule bien pour lui, si tous ces projets aboutissent, il n'est pas improbable que notre astronaute français aille faire lui aussi un séjour dans cette station, on dit 6 lunaire, c'est-à-dire qu'il va faire le tour de la Lune. Elle s'appelle Loop G, c'est son petit surnom, c'est pour Lunar Orbiter Gateway, c'est la passerelle orbitale lunaire, qui permettra aussi on va dire de pérenniser les allers-retours des humains vers la Lune. Donc d'abord en orbite autour de la Lune, puis petit à petit, pourquoi pas, établir une base pérenne sur la Lune avec cette station lunaire qui permettra de faire le relais direct entre les deux, donc pour des séjours de plus longue durée sur la Lune. Donc ça, c'est l'avenir très proche. Alors selon la communication actuelle des agences spatiales, en 2024, c'est-à-dire demain, en 2024, les premiers éléments sont censés être envoyés. Alors, on sait tous que les calendriers, surtout des agences gouvernementales, sont rarement tenus, surtout en plus en période qu'on connaît en ce moment. Donc, peut-être que ce sera repoussé un petit peu, mais c'est en bonne voie d'être abouti. Peut-être que ce sera 2030 au lieu de 2024. Mais en tout cas, c'est l'avenir de la station spatiale. Donc, cette station lunaire en orbite autour de la Lune. Donc, vous voyez, on va faire avec ça, si ça aboutit, un pas en avant. Voilà. Mais on est encore loin du voyage vers Mars, en tout cas. Voilà pour moi. Je vais laisser Vincent donner le mot de la fin. Moi, je vous remercie en tout cas de votre patience, de nous avoir suivis. Hop, c'est pas ça que je voulais faire. Voilà, de nous suivre toujours à chaque fois. Donc, merci à tout le monde et je vous dis peut-être à tout à l'heure pour de nouveaux rendez-vous. Je laisserai Vincent vous préciser tout cela. Bien voilà, merci encore une fois de votre attention. Merci à toi Esteban pour cette animation passionnante. Voilà, j'espère que tout le monde y a trouvé son compte. On vous retrouve donc cet après-midi pour parler d'astronautes et de fusées à 14h ou bien du ciel et des dessins qu'on peut y faire, les constellations, vous savez. À 16h. Et puis on recommence la même chose demain, on aura le même programme à peu près, même complètement, le même programme demain. Et du coup voilà, on espère que
que tout ça s'est bien passé pour vous. Souvenez-vous aussi que c'est les vacances scolaires qui arrivent là et que donc on fait des webinaires tous les jours pendant les vacances scolaires de notre zone. Il y en a également un le vendredi en fait en bonus pour ceux qui sont en vacances à, sur d'autres périodes que nous. Hein, donc voilà, on va arriver bientôt en force. Voilà, merci encore et puis bonne continuation, peut-être à tout à l'heure ou à demain, ou bien à plus tard. À Voilà. bientôt. Merci à vous. Au revoir.